Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama pour parler du plan de relance, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Content de vous retrouver. J'adore Agnès quand elle vient, toujours des journaux, voilà. Elle bosse. Ça prouve qu'elle bosse. En tout cas, on a les informations au compte-gouttes. Ça veut dire en tout cas qu'elle veut montrer qu'elle bosse. Bon, plus sérieusement, ce plan de relance, donc aujourd'hui, égrené un peu, éventé un peu pendant tout l'été, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, 100 milliards d'euros, on sait, on entend cette petite musique 2 fois, 3 fois, 4 fois plus gros que le plan de relance post-crise des subprimes. Je crois que la réalité, c'est plutôt 2 ou 3. Est-ce que vraiment ça peut provoquer un choc de confiance? On va rentrer dans le détail des mesures après. Parce qu'il y a ces 100 milliards d'euros que les Français ont thésaurisés, on en a beaucoup parlé ici et ailleurs, il faut les dépenser. Est-ce que ça peut créer ce choc de confiance pour les entrepreneurs, pour les consommateurs, pour les citoyens? La question... Vous n'y croyez pas? Non mais... Déjà, est-ce qu'il y a 100 milliards? On nous a parlé beaucoup de 500 milliards avant. Vous vous en souvenez, David? Oui. On avait mis 500 milliards sur la table. Oui, ça c'était les garanties, les prêts, etc. Là, on parle du plan de relance. On additionnait sur les 500 milliards sur la table, si je fais un petit retour en arrière, mais léger, il y avait 58 de budgétaire sur 2020. D'accord. Là, avec le plan de relance, on parle plutôt de 2021-2022. Oui. Et sur 2020, on nous avait dit 500. Et en fait, c'est 58 de coûts budgétaires. On l'avait évoqué ici avant les... Voilà, mais... hyper important quand même de se remémorer 100 milliards. Tout ça. 100 milliards. C'est 80 apparemment. C'est combien en budgétaire? Ça veut dire quoi en budgétaire? En budgétaire, ça veut dire ça coûte combien par an au budget de l'État? Alors, réponse? Tout simplement. Alors, on n'a pas encore tous les détails, vous le savez bien, là, c'est en train de se jouer là pendant qu'on parle. Mais a priori, nous, on estime à une trentaine de milliards de budgétaire. Sur 2021. Sur 2021 et sur 2022. Et puis, par ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que, par exemple, si je vous dis... David, cette année, on va vous faire une réduction d'impôt, je ne sais pas, allez, 500 € d'impôt sur le revenu en moins. L'année prochaine, on va vous faire la même. Vous allez me dire, oui, mais bon, si on fait 2 fois la même baisse d'impôt, on ne la compte pas 2 fois, on la compte 1 fois. Les taxes sur la production, on va les baisser. Vous êtes contente que les impôts, c'est un de vos combats depuis toujours de baisser les impôts de production? Un énorme combat qu'on a mené. Alors, Pourquoi? Il faut revenir là aussi un petit peu en arrière. L'année dernière, à l'université d'été du MEDEF, on avait eu tout un débat avec le ministre des Comptes publics de l'époque et je lui avais dit attention, quand on prend sur la longue durée, 2012-2018, qu'on regarde tout ce qui s'est passé ces dernières années, on se rend compte que le niveau d'imposition des entreprises françaises, malgré le CICE, malgré le pacte de responsabilité, malgré tout ce qui s'est passé, eh bien, n'a pas baissé en part de PIB. Et là, les impôts de production vont baisser de 10 milliards en 2020 et 10 milliards en 2021. Mais c'est les mêmes. C'est même 10 milliards. Mais c'est quand même 20 milliards en tout. C'est 7 milliards 25 de CVAE, 1 milliard 54 de CFE et 1 milliard 75 de taxes foncières, si on a les bons chiffres. Ça veut dire que... Mais c'est pérenne, c'est tous les ans. Oui, mais on n'a jamais compté les baisses d'impôts comme ça. Je suis désolée. C'est vrai que dans la vraie vie... Non, mais dans la vraie vie, je ne vous dis pas tous les ans, je vous fais la même réduction. Quand je voulais enlever, je voulais enlever. Voilà. C'est pour ça que nous, on est très contents que ce sujet soit enfin arrivé sur la table véritablement. Donc, très bien. Ça fait des années qu'on bosse sur ce sujet. Oui, mais sur le choc de confiance, j'adore, parce que quand je parle d'une question, après on dérive et on est dans le sujet, mais est-ce que ça peut créer, oui ou non? Donc sur 100 milliards sur 2021, c'est 30 milliards qui seront vraiment budgétés et éventuellement décaissés. Il faut voir après si le décaissement... Il faut voir si c'est décaissé, parce qu'après on peut revenir dans tous les détails. Mais... Ça peut ou pas, oui ou non, créer un choc de confiance, alors qu'on sent que la reprise... En cette rentrée, s'essouffle un petit peu. Il n'y a pas que les milliards qui peuvent créer de la confiance. Il faut agir aussi sur d'autres leviers. Il y a toute la question, enfin il y a 2 questions à mon avis primordiales. C'est qu'est-ce qu'on fait sur le code du travail? Pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Et pourtant... On met le masque pour l'instant. Oui, mais et pourtant, il y a un vrai sujet. On nous parle de l'activité partielle de longue durée. Oui. Ça, c'est pour un pan de l'économie qui est vraiment très touché aujourd'hui. Et auquel on pense évidemment l'hôtellerie, l'événementiel. Enfin, bon, et dont les salaires continueront à être pris en charge par les... Très bien. Mais tous les autres secteurs qui sont aussi quand même hyper touchés. Vous avez vu les chiffres de l'INSEE, 36 milliards de moins de revenus des entreprises au 2e trimestre 2020 par rapport à 2019. C'est les boîtes, c'est pas les ménages aujourd'hui, c'est les boîtes qui ont le plus payé. Ils payent 40% de l'ensemble de la baisse de PIB de 90 milliards du 2e trimestre. Il y en a 40% qui est payé par l'entreprise. Le gros est payé par l'État et un petit morceau. Et encore, dans ces 36 milliards payés par les entreprises, on n'a pas du tout les montants
vous savez, de report de charges. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des reports de charges du PGE à un moment qui va être remboursé, etc. Donc le coût de la crise pour les entreprises, il va être plus élevé que ça. Donc, choc de confiance ou pas? Choc de confiance, pour moi, il faudrait faire encore plus sur les taxes sur la production. Comme disait Alain Minc avant-hier, il y avait une opportunité comme jamais de mettre plus d'argent encore sur la table. Non, mais parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a? Si c'est rénover les bâtiments des administrations publiques, très bien, mais ce n'est pas ça qui va changer quelque chose pour la confiance et pour l'emploi et pour l'avenir de la France. Il y a deux choses, il y a le montant, effectivement, des 100 milliards qui sont 30 de budgétés sur 2021, et puis il y a effectivement, après, où va aller l'argent? Logiquement, dans la poche des entreprises. C'est ça que nous dit le gouvernement, en disant que les PME, les ETI vont en profiter, il y aura des contrats, il y aura des carnets de commandes. Mais par exemple, les programmes d'investissement d'avenir, il y a 11 milliards qui sont mis sur la table. Mais vous vous en souvenez, les programmes d'investissement d'avenir de la précédente crise? Nicolas Sarkozy, ça a commencé. Oui, mais c'est hyper long, c'est très 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 long, c'est pas de la confiance immédiate. C'est-à-dire, on se rend compte que pour l'ensemble des différents programmes qui ont été développés, ça met un temps infini à finalement percoler. Mais c'est pour préparer la France de 2030, la France d'après. Non, il fallait taper un grand coup, 30 milliards de baisse d'impôts de prod, et mettre tout là-dessus. Tout le budgétaire qu'on avait, le mettre sur les baisses d'impôts. Pourquoi, David? Parce qu'on est le pays le plus taxé. Parce que tous les autres pays sont en train de se poser la question de comment ils vont alléger la taxation de leur boîte, alors que déjà, ils sont plus compétitifs que nous, et notamment les pays du nord de l'Europe. On a 70 à 80 milliards. Donc les 30 milliards sur la transition énergétique, ça ne sert à rien. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je dis que si l'objectif, c'est créer des vrais emplois pérennes... 160 000 emplois en 2021, a dit le Premier ministre aujourd'hui sur RTL. Oui, mais il n'a pas dit quels emplois. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de l'emploi. Oui, mais c'est de l'emploi, c'est des formations, c'est du service civique, c'est des emplois subventionnés pour les jeunes, etc. etc. Quels sont les vrais emplois structurants pour l'avenir dans les 160 000 privés, à mon avis. Non, mais nous, à la Fondation IFRAP, on a fait toutes les évaluations sur tous ces sujets. On a fait différents scénarios, justement, de baisse des taxes sur la production pour voir qu'est-ce qui crée de l'emploi, où ça en crée, etc. etc. Si vous faites une baisse d'environ 30 milliards à l'horizon 2024, de taxes sur la production des entreprises. Ouais, c'est fictif parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mais c'est 400 000 emplois créés à l'horizon 2024 et c'est 100 000 emplois dans l'industrie. Donc vous voyez bien qu'avec 10 milliards de baisse de taxes sur la prod, on peut déjà vous dire 10 milliards, c'est 50 000 emplois max. C'est-à-dire que les vrais emplois de demain, la réindustrialisation dont on nous parle, l'idée de reconquérir des marchés, de rétablir notre balance commerciale, enfin tout ce qu'on pourrait rêver aujourd'hui en se disant, ben voilà, on va tout faire pour remettre la France dans une situation économique bien meilleure qu'avant la crise. En fait, on se contente de dire, on va essayer de reconquérir le PIB d'avant. Pour revenir en 2022 au niveau de richesse qu'on avait au mois de décembre 2019. Sauf que ça n'aura pas résolu nos problèmes structurels. On aura toujours une balance commerciale hyper déficitaire, on aura toujours un taux de chômage plus élevé que les autres pays, on sera toujours le pays le plus taxé. Qu'est-ce qui vous plaît? Soyons positifs aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît dans les mesures, encore une fois, de ce plan de relance? Ce qui me plaît, c'est qu'on met le pied dans la porte sur les taxes de prod et qu'il faut continuer à mettre ce pied dans la porte. Et expliquer que les emplois... Mais ailleurs, sinon ailleurs, sur les 7 milliards sur la rénovation énergétique des bâtiments... ils nous disent 35 milliards pour la compétitivité des entreprises, la relocalisation. Dans les 7 milliards pour la rénovation des bâtiments, il y en a 4 pour les bâtiments publics. Dans les 11 milliards pour les transports, il y en a 4,7 pour la SNCF. Pour moderniser les lignes ou réouvrir des petites lignes de train. Oui, mais est-ce qu'on peut continuer à subventionner une entreprise qui a autant, pas par le fait de ses dirigeants, mais aussi beaucoup par le fait des syndicats, gâché d'argent ces dernières années avec tellement de grèves? On a encore un appel à la grève le 17 décembre, là. Septembre. Pardon, le 17 septembre. Ouais. Donc on est dans une situation où... Donc ce qui vous plaît pas sur ce plan de relance, dans les mesures? Est-ce qu'il y a de plus puissant là-dedans pour créer des emplois, pour relancer l'activité? Ce qui est bien par rapport à la précédente crise, c'est qu'on a compris une chose au moins, c'est qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Ah, oui. Donc, non mais attendez. On a vu Bruno Le Maire au MEDEF, il nous l'a rappelé. Ça a l'air de rien, mais dans un pays comme la France, c'est très bien. Sauf qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est palliatif et ce n'est pas la reconquête. Voilà. Donc, on a 80 milliards d'impôts de prod en plus qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux autres pays. On en enlève 10. On en enlève 10. Les autres vont eux-mêmes mettre des plans en place. Et donc, on ne va pas gagner des places. Ce qui est très intéressant quand on regarde les chiffres européens, c'est que quand vous regardez l'évolution du niveau de taxation des entreprises françaises par rapport aux autres entreprises de la zone euro, on était à 100 milliards d'écart en 2012.
En 2018, on est toujours à 100 milliards de plus payés par nos entreprises par rapport aux entreprises de la zone euro. Donc si on veut vraiment avoir un choc de compétitivité, il faut mettre 3 fois plus sur la table en termes de baisse d'impôts. Ce n'est pas en termes de dépenses supplémentaires, c'est des baisses d'impôts. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas confondre toujours les milliards entre dépenses supplémentaires et baisse d'impôts, parce que les baisses d'impôts sont absolument nécessaires pour la France. Et pour verdir l'économie, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, entre ma prime rénov', entre l'hydrogène, non, tout ça, non. Oui, pourquoi pas, mais... François Asselin, qui était là hier, me disait, j'en ai parlé avec le Premier ministre, Jean Castex, François Asselin, patron de la CPME, qui me disait, mais il m'a confirmé qu'il y aurait bien 30%, je ne sais plus, enfin en tout cas 25 ou 30 milliards qui iraient au final du plan de relance vers les PME. Vers les PME. Oui, vous devez applaudir. Ils ont chiffré comme ça. Vous savez, moi, je considère qu'il faut créer l'environnement positif pour la création d'entreprises, quelles que soient les entreprises. Et que ce n'est pas à l'État de dire moi je veux des entreprises comme ci, des entreprises comme ça. Les entreprises, elles s'adaptent aussi, elles font de la recherche, de l'innovation, etc. Plus on flèche, plus on crée des dispositifs compliqués, comme par exemple les primes pour l'achat de voitures neuves ou même de voitures d'occasion, mais avec des voitures moins polluantes, etc. Qui a bien marché, 200 000 oui, primes, très hop, bien, en quelques très bien. semaines, mais elles ont été consommées. Plus on fait des dispositifs comme cela, compliqués, avec des plafonds, avec des contraintes, etc., plus on est dans un système complexe et suradministré. C'était pour cibler ceux qui en ont le plus Je vais besoin, vous donner un exemple. Aussi. Les 100 000 euros qu'on peut donner sans droit de mutation pour donation à quelqu'un de sa famille. Donation, ouais. Voilà, 100 000 euros. Tous les 15 ans. Non, mais là, maintenant, on a une nouvelle possibilité. C'est conditionné. Oui. Vous avez vu le truc ? C'est tellement compliqué que vous êtes sûr... C'est conditionné à quoi? Je l'ai lu cet été quand j'étais en vacances. Il y a deux choses. Soit vous faites des travaux de rénovation dans votre résidence principale, mais il ne faut pas que ce soit une résidence que vous n'habitez pas. Ouais, bon, voilà, pas. pour 100 000 euros. Il faut les faire dans les 6 mois. Soit vous investissez dans une entreprise dont vous êtes le dirigeant, qui a moins de 5 ans, qui n'a jamais versé de bénéfices, etc., etc. À la fin, c'est tellement compliqué. Ça part d'une bonne intention, mais c'est tellement compliqué que... voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il faut des dispositifs simples. La simplicité, c'est baisser les impôts. Ça, c'est simple. Comment je résume la pensée complexe d'Agnès Verdier? Ce plan de relance, donc c'est un pied dans la porte sur les taxes sur la prod. C'est ça qui va marcher. C'est la seule chose, à mon avis, qui vraiment va créer de l'emploi pérenne pour la France. Si on veut continuer dans l'idée de créer vraiment 200 000 emplois, vrais emplois, hein, c'est pas juste faire sortir les gens des statistiques de la catégorie A des demandeurs d'emploi. Hein, pour vraiment créer 200 000 emplois, qu'est-ce qu'il faudrait? Là, c'est mettre plutôt 20 milliards de baisse de taxes sur la production et ensuite 30. Et faire une montée en puissance de ces baisses de taxes sur la production en basculant sur l'impôt sur les sociétés. Donc c'est là le paradoxe, parce qu'on est en train d'annoncer qu'on va tenir 2022 pour le pourcentage à 25% de l'impôt sur les sociétés. Là, la moyenne en zone euro est à 23, je crois. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, au lieu que les collectivités locales se financent avec des taxes sur la production qui ne sont pas justement calculées par rapport au fait que vous fassiez un bénéfice et que vous soyez finalement dans une situation florissante, vous aurez des collectivités locales financées en partie sur l'impôt sur les sociétés, comme ça se passe notamment au niveau du Land en Allemagne. Une part de l'impôt sur les sociétés. C'est ce qu'on avait proposé pour le financement des régions. Aujourd'hui, la CVAE, les 7,25 milliards... Enfin, une année comme aujourd'hui, comme cette année, si on devait avoir des recettes fiscales pour les collectivités locales qui soient assises sur l'impôt sur les sociétés, il ne resterait pas grand-chose. Oui, justement, David, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. C'est très volatile. Vous savez, ce qui est bien, c'est que les dirigeants qui sont à la tête de nos collectivités locales ou de notre pays, ou même de nos administrations de sécurité sociale, comprennent que pour créer de la valeur, c'est difficile. Et donc, quand on ponctionne la valeur créée, eh bien, il faut aussi se dire que l'intérêt de nous tous les citoyens français, c'est que les conditions pour développer les entreprises soient les meilleures et pas les pires. Et c'est là qu'il y a un vrai sujet. Vous savez, tous les dirigeants locaux que j'ai rencontrés, ils comprennent ce sujet. Il y a une grosse partie des taxes sur la production qui, en fait, alimentent les collectivités locales, on le sait bien. Ils comprennent le fait qu'il vaudrait mieux que les entreprises soient taxées sur leurs résultats. Sauf que c'est vrai que ça crée des recettes plus aléatoires.
Mais ça ne monte pas jusqu'au ciel, hein, comme les droits de mutation, comme par exemple quand vous achetez un appartement, vous payez forcément une taxe. À un moment, oui, ça va baisser les recettes. Il faut aussi se dire que le sujet, ce n'est pas simplement remplir les caisses publiques. Le sujet, c'est d'abord créer la valeur ajoutée, la richesse dans les entreprises et ensuite pouvoir la ponctionner. Nous, on fonctionne à l'envers. Oui, c'est pas nouveau. Avant de parler de François Bayrou, de sa nomination en tant que haut-commissaire au plan, certains disent que sur ce plan de relance, tout le monde convient que les montants sont en tout cas importants et bien plus élevés que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Mais que la vraie difficulté résidera dans sa mise en œuvre. La capacité justement à le dépenser vite et bien, que l'argent atterrisse vite, j'insiste, dans les caisses des entreprises. C'est ça le plus gros défi. Comment s'en assurer? Bruno Le Maire en avait l'air conscient pour pas que l'argent se perde aussi dans les ministères ou ne soit pas dépensé, comme ça peut souvent arriver. À ce que je vous ai dit. Et puis servir aussi, qui a servi pour financer les dépenses courantes, alors que ce n'était pas l'objectif. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on baisse l'impôt, c'est plus clair, c'est plus net, c'est plus rapide et on est sûr que l'argent sera pas été entendu, bien Agnès. utilisé. Non, mais vous savez, plus on crée des dispositifs complexes, plus on a des administrations pour déterminer qui doit pouvoir bénéficier, etc., plus ça prend du temps, plus aussi on dépense sur les frais de dossier et à la fin, moins on a d'argent qui arrive aux destinataires et finalement pas au rythme qu'on aurait souhaité. On va mettre des sous-préfets en place pour suivre la relance, mais attendez, on a déjà des préfets, on a déjà des implantations de la Banque de France dans les territoires, on a déjà des CCI, à un moment, on a déjà la BPI aussi qui est installée dans nos territoires. Il faut toujours rajouter des couches. Et alors, on nous explique que c'est pour essayer de gérer la complexité et la complexité administrative et les remontées du terrain. Non mais on rêve là. Quelle est la... C'est ce mal français. Non mais quelle est la logique? On est dans un pays suradministré, mal organisé. On l'a vu pendant la crise. On aurait besoin de supprimer des strates, de décentraliser, de dire aux régions, allez-y, vous avez la mission d'éducation, vous avez la mission de l'emploi. Attends, pourquoi Pôle emploi est toujours géré au niveau national avec très très peu finalement de possibilités pour les régions d'intervenir sur les choix? Alors ça commence à bouger un petit peu, mais très 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 lentement. Pourquoi on ne fait pas comme les pays qui finalement ont bien géré la crise sanitaire? Non, on continue à vous savez bien. Envoyer des personnels de l'État sur les territoires pour voir où est-ce que ça bloque entre les différentes instances. Ouais. La transition, je ne sais pas si elle est toute faite, puisqu'on parle de François Bayrou. Je voulais avoir votre réaction, donc, qui a été nommé par le président de la République aujourd'hui, donc, en Conseil des ministres, en tant que haut-commissaire au plan et à la quoi? Haut-commissaire au plan et à la prospective, c'est ça, voilà. Un terme qui nous ramène à Jean Monnet. Est-ce qu'il a raison, le président, de demander à son allié centriste de réfléchir à la France d'après, la France de 2030, ou c'est une autre consolation, le mot est employé par le président en disant que non, ça n'en était pas un, mais qui ne sert pas à grand-chose. La fonction est exercée à titre gratuit. Pardon, je voulais quand même le dire pour ceux qui pensent que... Soyez libre de répondre. Non, mais le problème, c'est que là, on a une administration qui va être France Stratégie, qui va travailler... Qui existe déjà. Qui a 15 millions d'euros de budget, etc. La mission est à peu près celle du haut-commissaire au plan. Donc ça doublonne. On a une France Stratégie. Oui, mais ils vont travailler pour le haut-commissaire, mais pas complètement. Le SGG, le secrétaire général du gouvernement, a l'air de dire qu'ils seront en partie à la disposition d'eux, mais pas complètement. En réalité, France Stratégie a été créée suite au démantèlement du commissariat au plan. Donc on a l'impression qu'on tourne en rond. Mais on a des vraies difficultés. On est dans un pays où on va dépasser largement les 120% de dette si on compte vraiment toute la dette partout. On est sur un niveau de dépenses publiques jamais atteint. Est-ce qu'on va être à 58, à 59 Le rapport avec Bayrou, c'est quoi là? Non mais attendez, 2030, ou est-ce que le truc c'est penser la France demain et comment on s'en sort? Parce que c'est pas le plan de relance qui va résoudre tous nos problèmes. Donc s'il doit réfléchir à est-ce qu'en 2030 on va travailler jusqu'à 65 ans, ça me paraît pas. C'est quoi sa mission? C'est quoi? Parce qu'encore une fois, préparer la France d'après, pourquoi pas, mais il va pondre des rapports. C'est quoi son job concrètement à François Bayrou là? Réfléchir à la France d'après. Les rapports, en France, on les a. Mais souvent, le problème, c'est que les rapports... rouiller sur des étagères avec de la poussière. Les rapports s'empilent, on sait ce qu'on a à faire. On sait surtout que France Stratégie devrait travailler pour le Parlement, qui a la mission d'évaluation des politiques publiques, c'est l'article 24 de la Constitution. Parlement qui n'est doté d'aucune structure pour travailler pour lui. Matignon a pléthore de structures. Conseil d'analyse économique, France Stratégie. Et du côté du Parlement, bizarrement,
chaque fois qu'on en parle, François de Rugy avait ouvert ce dossier, et puis finalement, le pauvre, il n'a pas pu continuer très longtemps. Mais non, mais il avait un vrai sujet. Il avait une appétence pour ce dossier. Évaluer vraiment les politiques publiques. Aujourd'hui, le printemps de l'évaluation, tout ça, c'est ridicule par rapport aux enjeux. Donc ce haut commissariat au plan, c'est quoi? C'est une administration de plus pour vous? Sachant que par le passé, il y a très longtemps, elle existait, mais elle doublonnait pas peut-être avec... C'est un réflexe de pays suradministrés. Voilà, l'État réfléchit à l'État pour l'État de demain, et on oublie dans tout ça la France, les entreprises et les citoyens. Voilà. Enfin, ceux qui vivent en France, ceux qui ont besoin d'utiliser un système tellement compliqué qu'il n'y a que ceux qui réfléchissent au système qui s'y retrouvent. Mais on a compris, l'État verra plus loin, l'État dira là où sont les secteurs d'avenir, tout ça, vous n'y croyez pas, hein? Je pense que ceux qui sont aujourd'hui les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qui ont des petites entreprises, qui sont des indépendants, qui gèrent aujourd'hui les contraintes actuelles liées aussi à la crise, sont plus à même de penser les réformes de demain que ceux qui sont déjà à la tête d'organismes publics ou à l'intérieur du secteur public depuis des années. Donc il faut penser en dehors de la boîte et pas à l'intérieur de la boîte. Malheureusement... Donc c'est un machin qui sert à rien. Pardon, je dis les choses. Enfin, c'est votre sentiment, c'est une question que je pose. Pour vous, c'est un machin ça qui sert à dépend rien, si c'est politique ou si c'est autre chose. Je pense que c'est une nomination plus politique qu'à viser d'évolution économique ou d'idées extraordinaires sur l'économie. Pisani-Ferry, quand il était à France Stratégie, avait ensuite rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Voilà, il y a peut-être un peu de continuité dans tout ça. Le sujet, c'est finalement, est-ce qu'on est capable, avant la France de 2030, de penser la France de 2022 ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme taux de chômage en 2022 ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme taux de dépenses publiques ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme taux d'impôt ? C'est le plan de relance, c'est le plan d'investissement, ça. Vous direz le gouvernement. Enfin, pour l'instant, on ne nous a pas dit comment on allait résoudre les problèmes structurels qui sont que, finalement, on a un déficit qui a largement dépassé les... Non mais, on était structurellement autour de 90 milliards de déficit. Là, on va toucher... commercial. Non, de déficit de la France. Public. De déficit public. Là, on va toucher les plus de 200 milliards. Bon, c'est une année exceptionnelle. Oui, exactement. Mais dans les années qui viennent, comment on fait pour résoudre ça ? Tous les pays qui ont bien géré la crise, ils avaient résolu le problème de l'équilibre des comptes publics avec des systèmes de frein à l'endettement. Parce que quand on gère bien les finances publiques, on est capable d'être en déficit quand la crise arrive, mais avant la crise, on est à l'équilibre. Oui. Sauf que ça, c'est un truc qu'on a pas allez vivre en Allemagne, Agnès, vous serez mieux. Non, mais vous savez, même ceux qui sont... on en a débattu là, au moment du plan européen, etc. On m'a dit, mais alors... je dis, mais attendez, on n'est pas tellement pro-Europe en France, puisqu'on ne respecte même pas le TSCG, on ne respecte pas tous les traités qu'on a signés, on ne les respecte jamais. Donc à un moment, il faut aussi qu'on soit tout le temps cohérent dans notre pensée. Voilà. Bon. La cohérence de la pensée, signée Agnès Verdier-Molinier. Donc, je pense que ça peut aller mieux, mais il va falloir faire des réformes beaucoup plus importantes. Bon, et notamment ne pas enterrer la réforme des retraites. Oui, c'est ce qu'il a dit, en tout cas d'un point de vue systémique. C'est un point de vue systémique, a dit le Premier ministre aujourd'hui sur RTL. Oui, mais il a dit aussi que ce n'était pas encore tout à fait le moment, que même les entreprises disaient on vous réinvitera, on en reparlera, vous inquiétez pas. Tous les pays, on repoussait déjà largement à 65 ans, donc à un moment, il faut faire le job. Comme les copains. Merci Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye.